Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. En début d'année, Le Parisien a brossé le portrait de Sébastien Rezé, 45 ans, un francilien qui a été atteint du syndrome de Diogène pendant plus de 7 ans. Les personnes touchées par ce trouble du comportement accumulent chez elles des tas de meubles et d'autres objets. De manière compulsive, elles sont incapables de s'en séparer, ce qui les conduit souvent à négliger la propreté de leur logis et leur santé. Sébastien Rezé, lui, se considérait comme un maniaque du ménage et il a fini par développer un syndrome de Diogène à la trentaine, après la perte de son emploi et une grosse dépression. Il témoigne aujourd'hui dans Code Source au micro de Barbara Gouy. Je rencontre Sébastien Rezé dans son assez grand studio à Pontault-Combault, en Seine-et-Marne. En passant la porte, on ne pourrait pas imaginer que Sébastien a vécu dans cet appartement encombré de déchets pendant près d'une dizaine d'années. Il ressemble à n'importe quel autre appartement, assez sobre, plutôt rangé. On s'installe et Sébastien commence à me raconter comment il a réussi à vaincre son syndrome de Diogène. Sébastien est né le 17 septembre 1979. Il a grandi en région parisienne avec 2 demi-frères. Son père est artisan et sa mère est secrétaire comptable. Petit, c'est un enfant assez joueur, mais quand il commence à grandir, il a une seule idée en tête. Plus tard, il veut être indépendant et ne pas avoir de patron. Il commence tout de même par être salarié, mais après une rupture qui le fait sombrer dans une période très difficile, pendant laquelle il perd son emploi, ses amis lui conseillent d'aller chercher du travail sur les marchés. Et c'est là que j'ai trouvé une vraie voie. J'arrivais à m'amuser et à travailler en même temps. À partir de là, j'ai travaillé pendant 5 ans sur les marchés et j'ai fait donc marchand de fruits et légumes, charcutier, poissonnier. J'ai exercé plusieurs métiers pour des patrons. Et puis un jour, on m'a proposé une rôtisserie à racheter. C'est à partir de là que je suis devenu mon propre patron. Sébastien reprend donc la rôtisserie. Son affaire marche bien, il ne compte pas ses heures et il investit dans du matériel. En parallèle, il propose à son meilleur ami de se mettre en colocation. La colocation se passe extrêmement bien. On a chacun nos tâches de ménage dans la colocation. C'est-à-dire qu'on tient un cahier, j'ai instauré l'histoire du cahier. Voilà, la salle de bain doit être nettoyée 1 fois par semaine. Un coup c'est lui, un coup c'est moi. La cuisine doit être nettoyée 1 fois par semaine. Un coup c'est lui, un coup c'est moi. En plus du ménage quotidien, bien sûr. Pareil pour le salon, pareil pour les vitres, pareil pour le sol, pareil pour... voilà. Et puis après, chacun sa chambre. Donc voilà, mais les espaces communs, à ce moment-là, je suis extrêmement maniaque. À cette période, on reçoit beaucoup. Aussi bien lui, ses amis, moi, mes amis, nos amis communs. On reçoit beaucoup, on fait beaucoup de fêtes. Et à ce moment-là, oui, 25 ans, on reçoit, on fait la fête, les frères, les copains, les amis, les copains des copains, il y a toujours du monde à la maison. C'est-à-dire que je rentre du marché, il y a toujours du monde. Et je repars au petit matin, et il y a des fois encore du monde. À ce moment-là, Sébastien travaille énormément. Il aime ce qu'il fait, mais il doit travailler une centaine d'heures par semaine. Et quand il rentre, il boit de l'alcool pour réussir à décrocher. L'alcool devient mon quotidien. L'alcool devient en fait une façon de trouver de l'énergie ou d'oublier que le lendemain va être compliqué. Au bout de 4 ans à mon compte, je bois énormément, je connais mon problème, je fais plusieurs cures pour tenter d'arrêter. Mon colocataire est très conscient de ce qui se passe et de ce qui m'arrive, me met en garde, prévient mes amis, prévient aussi ma famille. Je fais donc plusieurs cures de sevrage et malgré tout, en rentrant du marché, je me fais contrôler. Pas d'accident, rien de particulier, contrôle simple. Je me fais contrôler positif à l'alcool. Je perds une première fois mon permis, je cherche des solutions, je mets quelqu'un en place pour reprendre ma série de marché. Et suite à ça, après 6 mois de retrait de permis, je récupère mon permis et je peux recommencer. À ce moment-là, alcool 0.
Les mois se passent et je recommence 1 verre, 2 verres et l'engrenage revient. Moins de 6 mois plus tard, je repère à nouveau mon permis. Et là, pour moi, c'est plus possible de mettre quelqu'un à ma place. Je me dois de vendre ma rôtisserie. Je me dis que continuer est impossible. Sébastien revend sa rôtisserie à Contrecœur en 2011 à 32 ans. Et il ne sait plus où dormir parce qu'il avait décidé de quitter la colocation et avait déjà déposé son préavis. Il doit donc trouver un appartement alors qu'il n'a plus de travail. Et c'est lors d'une soirée avec un ami à qui j'explique ma situation, qui me dit que son papa cherche à louer un appartement sur Ponto-Combo, dans le 77, là où j'ai grandi quelques années. Et c'est là que je lui dis appelle-le, s'il te plaît, appelle-le. Son papa se souvient de moi et me dit je suis prêt à te louer mon appartement, il n'y a pas de problème, peu importe tes revenus, je sais que tu vas rebondir. Et donc, je me retrouve seul dans cet appartement, que je n'arrive pas à aménager puisque je n'ai pas d'argent. J'ai quelques meubles, j'ai quelques vêtements, mais je n'ai pas de revenus. Je dois rester déjà 3 mois sans revenus pour prétendre au RSA. Je reste donc quelques mois sans revenus. Je vais à l'épicerie sociale, je vais à Resto du Cœur. Et quand je me balade en ville, je trouve des planches de bois, des chaises en plastique. Ce que je vois qui va aux encombrants, en fait, je le récupère. Je le mets dans mon coffre ou je le mets sur mon scooter, peu importe. Je récupère et je me dis, c'est quand même dommage de laisser ça mourir, de laisser ça à la déchetterie. À ce moment-là, j'accumule énormément. Mais je ne m'en rends pas compte. À ce moment-là, Sébastien réussit à retrouver du travail en intérim. Toute la journée, il décharge des conteneurs, ce qui lui fait très mal au dos. Quand il rentre chez lui, il n'arrive même plus à bouger ou à faire le ménage. La poubelle est pleine, j'ai mal au dos, je ne peux pas la descendre. C'est là que j'en viens à me dire, mais c'est pas possible. Est-ce que je mérite ça ? Ou est-ce qu'il se passe quelque chose en moi que je ne contrôle pas et qui pourrait peut-être être une maladie ? Qu'est-ce qui se passe ? Et là, j'en viens à regarder sur Internet... et je tape accumulation compulsive. C'est les 2 mots qui me viennent, accumulation compulsive. Et là, je vois que ça porte un nom. Syndrome de Diogène. Je me retrouve dans ce syndrome. Dépression, alcool, perte de confiance, refuge dans l'isolement, et ces objets qui m'entourent, en fait, sembleraient me rassurer. Je trouve à peu près ce qui se passe en moi et pourquoi je le fais. Maintenant, c'est trouver une solution pour se sortir de là. Donc à ce moment-là, je suis en intérim. J'ai beau tous les jours aller acheter des rouleaux de sacs poubelles de 150 litres. C'est toujours la même chose. J'achète ces rouleaux, je suis prêt à m'y mettre. J'ouvre le sac poubelle, mais je n'arrive pas à mettre un objet dedans. Que ce soit un déchet, que ce soit n'importe quoi, je n'arrive pas à mettre un objet dedans. Impossible. J'arrive pas à faire ce geste. Pour autant, il est simple, et c'est un geste du quotidien, il est extrêmement simple de mettre un objet dans un sac poubelle. Et là, je me retrouve bloqué, je sens vraiment une frustration. Pendant plus de 2 ans, Sébastien continue à accumuler des objets chez lui. En cherchant une solution pour ranger et laver son appartement, il ne trouve que des sociétés comme les nettoyeurs de l'extrême qui interviennent dans les endroits les plus insalubres pour tout débarrasser. Je décide de les appeler. J'appelle 3 ou 4 entreprises qui, à chaque fois, me demandent 3-4 photos de chez moi et savoir s'il y a la possibilité de mettre une benne sur mon parking pour pouvoir jeter par la fenêtre. Ce qui, pour moi, me paraît inconcevable. Parce qu'au jour le jour, c'était un jeu de dissimulation avec mes voisins. C'est que j'ai ma fierté et que c'était impossible pour moi que mes voisins soient au courant. Tous les jours, avant de partir au travail, il me fallait 15 minutes pour être sûr qu'il n'y ait personne sur le palier qui puisse entrevoir qu'il y ait une telle accumulation chez moi. Sinon, mon propriétaire va être averti, mon propriétaire peut me mettre en demeure de faire quelque chose et en arriver à une expulsion.
Donc à partir de là, je dissimule. Je suis le roi de la dissimulation par rapport à mon syndrome de Diogène. Parce que je me dis que personne est à même de comprendre. Sébastien parvient à sortir de son addiction à l'alcool en demandant de l'aide à des associations. Il décide de poursuivre sur cette voie et de chercher une association qui pourrait l'aider à gérer son syndrome de Diogène. Il en trouve une qui s'appelle Survivre à l'insécurité et il contacte son président, Pierre Ludowski, qui lui propose de venir voir son appartement. Le jour du rendez-vous, je décide de le faire monter chez moi. Il ne s'habille pas avec une combinaison complète, il met juste des surchaussures. Je le reçois en bas de mon immeuble, j'ai confiance, je le fais monter, il met juste des surchaussures et il rentre chez moi. Il arrive à atteindre tant bien que mal ma cuisine et là il me dit oui, c'est bien le syndrome de Diogène. Et là pour moi il y a eu un énorme soulagement en fait. Nous quittons l'appartement et nous allons boire un café ensemble. Et il me propose une solution pour moi trop idéale. Des encombrements très méthodiques, adaptés à mon budget. Ayant été commerçant, je me dis là, il me vend du rêve, ce monsieur, c'est pas possible. Je laisse passer le temps. Les nettoyeurs de l'extrême me rappellent en continu. L'association me rappelle pas. Je décide de les recontacter un mois plus tard. On me dit, on peut avoir un deuxième rendez-vous, pas de problème. Et là, je prépare mes questions. Comment va s'effectuer le tri? Qui va trier? Comment ça va se faire? Comment vont être évacués les déchets? Et là, on me dit, les déchets vont être évacués dans des sacs poubelles noirs, opaques, dans un camion qui n'a pas de signalétique Diogène, que tout se fera en toute discrétion, que je pourrais garder ma dignité. Enfin, moi, je sens que je peux garder ma dignité. Il m'explique que même si un voisin vient toquer, ils n'ouvriront pas. Il se passe encore un mois, et là, je lui dis, OK, on y va. Et à partir de là, je lui donne mes clés, et je lui fais entièrement confiance. On est en août 2021. Le ménage dure une semaine, Sébastien loge ailleurs pendant cette période, et il passe à son appartement les soirs pour voir l'avancement. En 8 jours, c'est terminé. Je me retrouve seul dans cet appartement, désencombré. Je réaménage cet appartement comme je peux, avec les moyens que j'ai. Je mets en place une personne de ménage qui viendra 1 heure, 2 heures par semaine. Ça va durer 3 mois. 3 mois, je suis en intérim, mes horaires changent. D'habitude, elle passait en semaine le matin. Là, elle n'a plus la possibilité de que passer le samedi. Moi, c'est mes 2 seuls jours de repos, samedi, dimanche. Du coup, je mets fin au contrat et je me dis, je vais pouvoir m'en sortir tout seul. 1 mois se passe et là, je vois que l'accumulation reprend. 1 mois d'accumulation et là, je me dis, c'est pas possible de recommencer. À ce moment-là, j'appelle l'association, j'appelle Monsieur Ludowski et je lui dis exactement ce qui se passe. Il me dit, je passe chez vous samedi prochain. Je dis non. Et là, je me fixe un challenge. Je lui dis, on se donne rendez-vous dans 1 mois. 30 jours pile. On se donne rendez-vous dans 30 jours. Et soit ça a recommencé et il y a un problème qui persiste, psychologique, soit ça va être nickel quand je vais vous recevoir et à ce moment-là, c'est terminé. Je trouve trop simple, en fait, de lui dire « Ok, venez samedi » et puis ils reviennent avec un camion. Et non, c'était pour moi pas la solution. Ça m'avait déjà gâché 5 ans de ma vie. C'était hors de question que ça continue de me gâcher des années de vie. Et au bout de 20 jours, je l'appelle et je lui dis « Ça y est, c'est terminé. Ça y est, j'ai tout rangé, c'est terminé et c'est terminé pour longtemps maintenant. Je suis pas prêt de vous rappeler. » Et depuis, j'ai plus d'aide à domicile, j'ai plus d'aide ménagère. Et par contre, je me suis fixé des règles très strictes. C'est-à-dire, je contrôle tout ce qui rentre chez moi. J'ai une poubelle à proximité et je ne laisse pas s'accumuler les choses. C'est-à-dire que quand ma table basse se remplit, je ne pose aucun objet par terre. Si ma table basse est pleine, je me lève, peu importe les douleurs lombaires, physiques, je me lève et je fais ce que j'ai à faire pour que ma table basse se désemplisse et que je puisse à nouveau poser des choses dessus. Mais en tout cas, aucun objet par terre. Ça, c'est ma règle de base.
Pour moi, c'est derrière moi. Mais je garde quand même un œil. Barbara, on l'a vu dans ton sujet, pendant des années, Sébastien Rezé, il avait honte de parler de son trouble. Pourquoi est-ce qu'il a décidé de témoigner aujourd'hui ? En fait, il veut partager son histoire pour que des personnes atteintes par le syndrome de Diogène puissent trouver des réponses dans son témoignage, parce que lui s'est tellement senti seul quand il faisait des recherches et qu'il trouvait pas de témoignage. Donc il veut montrer que c'est possible de s'en sortir en parlant de l'association, notamment Survivre à l'insécurité, qu'il a vraiment sauvé en lui permettant de retrouver un appartement décent. Mais même aujourd'hui, 3 ans après, ça reste difficile pour lui, parce qu'il fait attention à son image et les personnes atteintes du syndrome de Diogène sont souvent stigmatisées, comme des personnes sales et sans volonté, sans vraiment comprendre pourquoi ils rentrent dans ce schéma d'accumulation compulsive. Concrètement, comment savoir si une personne est atteinte du syndrome de Diogène ? Alors c'est compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment de profil type, ça peut être un homme comme une femme, peu importe sa classe sociale, et une personne atteinte de ce syndrome n'aura pas toujours une maladie psychiatrique, mais quand même l'association Survivre à l'insécurité donne 4 signes qui sont observables chez une personne atteinte de ce syndrome. Souvent elle ne demande pas d'aide, elle accumule beaucoup d'objets chez elle, elle s'éloigne de son entourage et sa propre hygiène est souvent impactée. D'après le président de l'association qui s'appuie sur les interventions des pompiers, gendarmes et policiers, il y aurait 4 à 6% de la population française qui serait touchée par ce syndrome. Et je précise qu'on a mis toutes les coordonnées de cette association Survivre à l'insécurité dans la fiche de cet épisode. Dernière question, Barbara, qu'est-ce qui provoque l'apparition de ce trouble ? Alors les causes peuvent être très différentes, mais ce qu'on retrouve le plus souvent, c'est quand même l'isolement social et la solitude. Dans le cas de Sébastien, c'était le cas. Il a perdu son travail, sa petite amie, et il commençait à s'éloigner de son entourage quand le syndrome de Diogène est apparu chez lui. C'est un cercle vicieux parce que les personnes atteintes du syndrome de Diogène s'éloignent souvent de plus en plus de leur entourage. C'est pour ça qu'il faut essayer de repérer les signes pour pouvoir les aider et ne pas les laisser seuls. Merci Barbara Gouy et merci à Léo Aguès pour son aide. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amouroux, réalisation Julien Moncouquiol. N'hésitez pas à vous abonner à Code Source sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur la chaîne YouTube du Parisien, à laisser des pouces en l'air, des étoiles, des commentaires. C'est ce qui nous aide le plus à nous faire connaître. On vous invite également à écouter notre podcast entièrement consacré aux faits divers, Crime Story. Chaque samedi, une nouvelle affaire criminelle racontée par Claudia Prolongeau avec Damien Delseny, le chef du service police-justice du Parisien.